Ok, donc bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette petite formation vidéo sur le dropshipping. Donc, cette mini formation, entre guillemets, va être scindée en deux parties. Donc aujourd'hui, je vous présente une première partie. Très prochainement, il y en aura une seconde. Donc aujourd'hui, dans cette mini formation, donc sur le thème du dropshipping, je vais vous parler donc du business model du dropshipping, des différents avantages et inconvénients qui ont trait à ce business model. Je vous donnerai également quelques chiffres. Je vous donnerai également les deux étapes clés, les deux étapes vraiment fondamentales pour réussir à vendre en dropshipping ces produits. Je vous donnerai également des idées de produits, où est-ce qu'on peut trouver des idées de produits, comment on valide ces produits en fonction de quels critères. Je vous donne également des indices, enfin des informations tout simplement sur les produits qui sont intéressants de vendre, également sur les produits qu'il faut impérativement ne pas vendre. Et ça, c'est important aussi, on en parle assez peu souvent. Ensuite, je vais vous parler rapidement des différentes stratégies de promotion pour vendre ces produits donc, qui existent. Je vous montrerai très rapidement également comment on monte, du moins avec quels outils on va monter sa boutique en ligne et comment on optimise, avec quelles applications on va optimiser sa boutique en ligne. Et finalement, je vais vous présenter une slide sur le chiffrage des coûts lorsqu'on veut lancer son business en dropshipping. Combien ça nous coûte de monter sa boutique en ligne. Donc ça, c'est pour la vidéo d'aujourd'hui. Très prochainement, il y en aura une deuxième vidéo qui sera entre guillemets la suite de cette mini formation vidéo où je vais plutôt m'attarder sur tous les aspects liés aux impôts, aux taxes, à la fiscalité, bref, à l'imposition des revenus issus de notre activité en dropshipping. Donc la prochaine vidéo de cette formation, elle concernera tout ce qui est fiscalité et imposition, parce que c'est très important de bien considérer et anticiper la fiscalité avant de monter son business en ligne. Et vous verrez pourquoi. Donc dans la prochaine vidéo de cette formation, la deuxième et dernière vidéo, je vous parlerai de l'imposition en micro-entrepreneur et comment on optimise. Donc, petit rappel quand même, enfin, je ne l'ai pas dit, mais je préfère quand même le préciser. J'ai marqué aspects fondamentaux ici. C'est tout simplement parce que cette vidéo de formation, elle est là plutôt pour aider ceux qui connaissent pas trop le dropshipping. J'aime bien vulgariser un petit peu tout ce que je fais. Et cette vidéo, elle est plutôt là pour aider ceux qui connaissent pas trop le dropshipping, qui voudraient en savoir plus, qui aimeraient savoir comment ça fonctionne, qui aimeraient comprendre un peu comment on monte son business et pourquoi ça marche. Cette vidéo, elle est là pour ça. C'est des aspects beaucoup plus fondamentaux et théoriques. Toutes mes autres vidéos sur ma chaîne, elles sont plus pratiques, elles mettent en application la théorie. Cette formation, elle est plus là pour vous expliquer comment ça fonctionne dans la théorie et pour vous présenter toutes les étapes importantes et incontournables et fondamentales. Donc voilà, cette vidéo de formation, elle est plutôt théorique, comme la prochaine sur la fiscalité et l'imposition. Le reste des vidéos de ma chaîne, c'est beaucoup plus pratique. Bref, sans plus attendre, d'extrapoler et on passe à la formation. Donc, tout d'abord, le business model du dropshipping. Donc, qu'est-ce que le dropshipping? Donc, c'est un modèle, un business model en e-commerce d'achat, revente de produits manufacturés, généralement en Chine ou en Asie, de manière générale. Donc, il faut comprendre que le dropshipping, c'est pas forcément applicable uniquement au e-commerce. Le dropshipping, c'est tout simplement un modèle. C'est-à-dire que le modèle est simple. En fait, on vend un produit beaucoup plus cher qu'on l'a acheté et on est tout simplement un intermédiaire entre le client et le fournisseur. Donc, en simple, comment ça fonctionne concrètement? On monte une boutique en ligne en dropshipping, donc on a un site web, donc une boutique en ligne avec des produits dessus et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'a aucun stock. Donc, en fait, on va répertorier sur notre site web différents produits qu'on aura analysés, je vous montrerai juste après comment on fait, qu'on aura sélectionnés au préalable selon différents critères. On les met sur notre site web. Donc notre site web, c'est une sorte de vitrine tout simplement. On n'a aucun stock et ces produits viennent d'où? Ils viennent de différents fournisseurs qu'on trouve en Chine, notamment sur AliExpress, l'équivalent chinois d'Amazon. Je reparle de tout ça juste après. Donc notre site web, notre boutique en ligne, c'est tout simplement une vitrine où on expose des produits, donc les produits de nos fournisseurs,
et on les met en vente beaucoup plus cher que ce qui nous coûte. Donc nous, on n'achète jamais les produits tant qu'un client passe pas de commande et on n'a aucun stock à gérer. Donc on a notre site web avec notre boutique en ligne, avec nos différents produits. Quand un client passe commande sur notre site, ben nous, on va tout simplement encaisser sa commande et son paiement, et ensuite on va acheter au fournisseur le produit. Donc un exemple tout simple, imaginons qu'on vende des produits à 40 euros. On a des produits à 10 euros qu'on trouve en Chine, on les met à 40 euros sur notre site. Bon, ben, le client il nous paye le produit 40 euros, on encaisse, on achète le produit à 10 euros au fournisseur, on garde la marge, et ensuite c'est tout simplement le fournisseur qui envoie la commande au client. Donc nous, on va tout simplement transférer en tant qu'intermédiaire la commande du client au fournisseur, et le fournisseur expédie directement la commande au client. Nous, on n'a aucun stock. En dropshipping, il n'y a aucun stock. C'est juste un business model d'achat-revente tripartite entre le client, l'intermédiaire, donc le dropshipper, nous, et le fournisseur. Le client l'achète sur notre site, on transfère la commande du client au fournisseur, le fournisseur l'envoie au client. Tout simplement. Ensuite, quelques chiffres. Donc il faut bien comprendre une chose, le e-commerce, donc c'est un business model en e-commerce, le dropshipping, mais il faut bien comprendre une chose, le e-commerce, si ça marche, c'est pas pour rien. Enfin, si le dropshipping fonctionne, c'est pas pour rien, c'est parce que le dropshipping, c'est un business model en e-commerce et le marché du e-commerce est en forte croissance, une croissance à 2 chiffres depuis plusieurs années maintenant. Et rien que sur l'année 2018, donc c'est quand même récent, et ça, c'est la même tendance qui se poursuit actuellement, le volume de vente du secteur du e-commerce a cru de 15%, ce qui est considérable. Ensuite, un autre indicateur à souligner, c'est que en France, alors nous, on va principalement vendre nos produits à des Français ou en francophonie, mais on va considérer des Français principalement. Il faut savoir que les consommateurs français achètent en moyenne plus de 30 fois par an en ligne. Ça veut dire que ça fait quand même presque 3 achats en ligne par mois. Et c'est pour l'ensemble des consommateurs français, donc ça prend en compte tout type d'âge et tout type de profil, ce qui est quand même relativement important et ça continue de grimper. Ensuite, le marché du e-commerce, pour avoir une vision un peu plus globale, rien qu'en Europe, pèse désormais plus de 650 milliards d'euros. Et une autre tendance qu'il faut également prendre en considération, c'est que les achats via smartphone ont augmenté de plus de 20%, et ce, rien qu'en 2018, dans les pays occidentaux, donc c'est-à-dire aux États-Unis et en Europe, globalement, en Chine également. Et ça, c'est important pour notre ciblage marketing. Donc, ça, c'est pour vous donner quelques chiffres. Ensuite, donc le dropshipping, pour vous donner toutes les caractéristiques. Donc, c'est un business model en e-commerce, comme je l'ai dit. Ensuite, le pivot du business model, c'est qu'on n'a aucun stock à gérer. Ce qui implique également qu'on n'a aucune logistique à gérer, puisque c'est le fournisseur qui s'occupe de la livraison jusqu'au client. Ensuite, un avantage qui découle du fait qu'on n'a absolument aucun stock à gérer, c'est qu'on a la possibilité de tester énormément de produits à la vente. C'est tout simple. Si on a un stock, si on avait du stock, il faudrait qu'on l'écoule. Et c'est un problème parce que si un produit ne se vend pas, ben, il faut qu'on se débrouille pour le vendre, quitte à vendre à perte. Et là, déjà, on n'a aucun stock, donc ça ne nous coûte rien. Et ensuite, on peut tester, on peut mettre beaucoup de produits sur notre site web et essayer de les marketer tous les produits, et on voit ceux qui se vendent le mieux. Et bien on peut tester énormément de produits, comme ça, les produits qui se vendent le mieux, on augmente le budget publicité dessus, ceux qui se vendent pas, on les sort de notre site web et on les remplace par d'autres produits, on teste constamment, et vu qu'on n'a aucun stock à gérer, enfin aucun stock à écouler, c'est un poids qu'on a en moins, et on peut tester énormément de produits et conserver que les produits qui se vendent très bien, et ce, très rapidement. Ensuite, bon, bah, alors ça c'est beaucoup plus général, mais le revendeur, donc nous en dropshipping, bah, on est tout simplement l'intermédiaire entre le client et le fournisseur, ça je l'ai déjà dit. Le bénéfice, alors comment? Alors c'est tout simple, hein, le bénéfice c'est tout simplement en dropshipping la différence entre le prix de vente et le coût d'achat. Un produit qu'on achète 10 euros en Chine, on va le revendre 30 ou 40 euros sur notre boutique en ligne. Bon ben voilà, 40 euros moins 10 euros, ben un bénéfice de 30 euros. Alors attention, c'est un bénéfice brut, enfin il y a encore. Je compte même pas les frais de gestion, etc. Donc le bénéfice réel, c'est le prix de vente moins le coût d'achat, moins les frais de gestion. Les frais de gestion, c'est quoi? C'est
les frais de publicité, l'imposition, donc c'est les taxes, même l'abonnement pour la plateforme e-commerce, les différentes applications et outils qu'on utilise ensuite dans notre business, hein, par exemple le retargeting, l'email marketing, euh, ce genre d'application, j'en reparle juste après. Ensuite, une autre caractéristique du business model, c'est que les marges bénéficiaires sont très importantes. Donc, entre parenthèses, j'ai mis taux de marge bénéficiaire brut, donc c'est-à-dire avant impôt, 50 à 90%. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Les taux de marge bénéficiaire brut, ils sont entre 50 et 90%. 50%, ça veut dire que le produit, on l'achète 10 euros, on le revend à 20 euros, donc c'est deux fois plus cher. 90, c'est 9 fois plus. On achète 10, on revend 90. C'est un cas extrême, c'est très rare. C'est possible, c'est très rare. En général, on est plus à euh, des ratios de x2, x3, x4, jusqu'à grand max, enfin, généralement x5. C'est-à-dire qu'on achète un produit 10 euros, on va le revendre 30, 40, 50 euros, quoi. Ensuite, une autre caractéristique qui est très très importante, qui a été décisive pour moi au départ d'ailleurs, c'est que le dropshipping, c'est un business qui nécessite un très faible investissement de départ. Moi, j'ai commencé à lancer mon business avec 200 euros. 2 à 300 euros suffisent. Il n'y a pas besoin de mettre plus pour commencer. Il faut savoir que moi, si je me suis tourné vers le dropshipping, c'est parce que c'était ce qui était le plus accessible pour moi. Je m'intéresse aussi à la bourse, à l'immobilier, à ce genre de business, mais investir dans l'immobilier, il faut quand même beaucoup d'argent. Un appartement, ça coûte 10, enfin 15, 20 000 euros minimum, et encore dans les villes de province, même si on peut recourir à l'emprunt bancaire. Investir en bourse, il y a relativement peu d'effets de levier, sauf si on fait du trading. Bon, je vais pas trop en parler parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Et il faut investir beaucoup pour avoir beaucoup d'argent. Et le dropshipping, pour moi, c'était vraiment la solution idéale qui ressortait du lot. Ensuite, un autre élément qui est relativement intéressant, c'est que les coûts fixes sont très faibles. Alors, qu'est-ce que coûts fixes? Il faut savoir que dans tout business, il y a des coûts fixes et des coûts variables. Les coûts fixes, c'est des coûts qui sont présents indépendamment du volume de vente. Et les coûts variables, c'est des coûts qui dépendent du volume de vente. Un exemple tout simple, les coûts fixes, ben, c'est par exemple l'abonnement, j'en reparle juste après, vous inquiétez pas, mais l'abonnement à la plateforme Shopify, c'est-à-dire l'abonnement pour utiliser, exploiter la plateforme e-commerce pour faire son site web. Moi, ça coûte 25-30 euros par mois. Ben, qu'on ait 100 euros de chiffre d'affaires mensuel ou 5000, bon, ben, ça sera toujours 25-30 euros par mois. Par contre, les taxes et les impositions, mais si on fait 100 euros de chiffre d'affaires ou 1 million d'euros de chiffre d'affaires, on se doute bien qu'on va pas payer autant d'impôts dans les deux cas. On va payer beaucoup plus d'impôts si on fait 1 million de chiffre d'affaires que si on fait 100 euros. Ensuite, alors ça je l'ai dit juste avant, on a la possibilité de vendre de nombreux produits. Aucun stock à écouler, aucun stock à gérer, donc on peut tester beaucoup de produits à la commercialisation. On peut les vendre dans différents marchés. Alors attention, c'est le marché du e-commerce de manière générale. Quand je parle de différents marchés, je parle de segments de marché, ce qu'on appelle des niches de marché, et on va vendre des produits de niche. Donc par exemple, on va vendre des produits dans la niche de marché du golf, dans la niche de marché de la guitare, dans la niche de marché des gadgets électroniques. Voilà, on va vendre des produits dans ces différents marchés, et différents produits d'ailleurs, et selon différentes stratégies. J'en parlerai encore une fois juste après. Les stratégies, globalement, c'est les stratégies publicitaires, donc la publicité Facebook principalement, également la publicité sur Instagram, notamment donc publicité Instagram plus collaboration avec des influenceurs Instagram, notamment de l'affiliation. J'en reparle juste après également. Faudrait que j'arrête de dire juste après, mais vous inquiétez pas, je détaille tous ces points par la suite. Stratégie publicitaire Google AdWords et YouTube, par exemple, entre autres. Et ensuite, enfin, comme je l'ai déjà dit, on n'a aucun frais qui est lié au stock, puisqu'on n'a aucun stock à gérer, pas de charge de personnel, puisque vous êtes votre propre patron, vous êtes auto-entrepreneur, micro-entrepreneur, donc vous avez personne à embaucher, personne à payer, sauf si vous embauchez quelqu'un, mais vous le ferez que quand vous aurez beaucoup d'argent et quand vous aurez un gros business déjà. Et évidemment, aucun frais de location de locaux ou d'acquisition de locaux, puisque vous le faites de chez vous. C'est simple, il vous faut une bonne connexion Internet, un ordi relativement performant, et c'est tout. C'est tout. Voilà, bref, je vais passer à la slide suivante. Donc, j'aimerais quand même nuancer un petit peu mes propos. Il y a quand même quelques
petites limites au business model du dropshipping. Premièrement, on vend des produits qui se vendent beaucoup. On se positionne sur des marchés qui sont relativement concurrentiels de manière générale. Parce qu'il vaut mieux prendre une infime part d'un gâteau qui pèse des millions qu'une grande part d'un gâteau qui pèse des milliers. Donc on vend des produits qui se vendent déjà et qui marchent bien. Donc forcément, on aura des produits similaires à nos autres concurrents en dropshipping sur le marché considéré. Ensuite, c'est un problème qu'on soulève assez peu, enfin assez peu souvent, relativement rarement. C'est la dépendance vis-à-vis des fournisseurs. Donc je m'explique. Nous, on n'a pas de stock, les produits, on les a pas, et on dépend de nos fournisseurs. Donc si on a un produit qui se vend bien, bon, ouais, c'est super, mais si un jour le fournisseur décide de plus le vendre, ben, d'un coup, il faut qu'on trouve un autre produit très similaire ou un autre fournisseur très rapidement. Ensuite, si le fournisseur d'un de nos produits best-seller, un de nos produits gagnants, décide d'augmenter drastiquement son prix de vente, ben nous, ça va impacter directement notre marge et il faudra qu'on s'adapte en conséquence. Ensuite, je l'ai dit, on n'a aucune logistique à gérer puisqu'on n'a aucun stock et c'est le fournisseur qui l'envoie direct au client le produit. C'est un avantage, mais c'est également un inconvénient puisque on n'a aucun contrôle sur la logistique. Donc on a un peu le cul entre deux chaises, comme on dit. Mais très généralement, je vous rassure, le produit arrive bel et bien à destination. Une fois que la commande est passée, il arrive ensuite à la porte du client. Et surtout, le gros problème, le problème majeur, la bête noire en dropshipping, c'est tout simplement les délais de livraison. Les temps de livraison sont relativement longs. Donc pourquoi? Parce que les fournisseurs, enfin les produits, on les trouve chez nos fournisseurs. Nos fournisseurs, on les trouve où? Généralement sur AliExpress, donc c'est l'équivalent chinois d'Amazon. Et, pardon, je vous demande pardon. Et surtout, les produits viennent de Chine. Ils sont fabriqués et expédiés depuis la Chine. Donc, fabriqués en Chine et expédiés depuis la Chine. Donc, du coup, forcément, les délais de livraison, sont relativement longs. Il faut compter 2 à 3 semaines, 14-17 jours. Mais, il y a une nouvelle tendance qui pourrait changer cela. AliExpress, donc c'est l'équivalent chinois d'Amazon, chez qui on trouve la majorité de nos fournisseurs, a désormais des entrepôts en Europe. Ce qui fait que désormais, on peut trouver des produits qui peuvent être expédiés depuis l'Europe. Et donc, alors certes, on a beaucoup moins de possibilités de produits et c'est beaucoup moins de références disponibles et c'est un peu plus cher. Mais du coup, les délais de livraison peuvent être parfois largement inférieurs à une semaine. Et le fait que des entrepôts soient en Europe permet de livrer très rapidement et de pallier ce problème. Ensuite, sinon, une autre solution, quand vous avez un produit qui se vend très très bien, vous pouvez pallier le problème des délais de livraison relativement longs en négociant avec le fournisseur un tarif et en acheminant, par exemple, je ne sais pas, 2-3 000 références de votre produit qui se vend bien directement en Europe et de le faire entreposer, par exemple, chez Amazon avec la stratégie Amazon FBA ou avec des entrepôts, d'autres entrepôts. Moi, personnellement, je le fais pas, donc je vais pas extrapoler là-dessus, mais c'est possible et vous pourrez livrer. Une fois que vous avez du stock, vous pourrez livrer directement depuis la France vers la France. Et avoir des délais de livraison, eh ben dis donc, pardon, relativement restreints. Ensuite, voilà, cette slide elle est très importante, donc suivez bien. En dropshipping, il faut savoir qu'il y a 2 étapes clés qu'il faut absolument valider. Les 2 étapes fondamentales, c'est simple. Il y a différentes étapes en dropshipping, mais les 2 principales, on en revient toujours à ça, c'est de tout d'abord trouver des bons produits, des produits gagnants. Donc on choisit une bonne niche, on réalise une étude de marché pour trouver des produits gagnants. Et la deuxième étape, c'est d'avoir le bon marketing et les bonnes publicités derrière pour les vendre. Donc pour choisir une bonne niche de marché et réaliser une étude de marché, on utilise des outils d'études tendancielles, j'en parle juste après, donc comme Google Trends pour étudier les tendances de différents produits. On effectue aussi des analyses de produits, donc directement sur AliExpress. Pour un produit donné, on analyse la fiche produit. Donc, évidemment, critère numéro 1, on regarde le nombre de commandes, on regarde si ça se vend bien. Sur les fiches produits de nos fournisseurs, on regarde les avis clients, les notations clients, l'ancienneté et la fiabilité du fournisseur, les photos des clients. Et on regarde également, on trie également, on regarde les commentaires qui viennent de France et les commentaires négatifs, surtout pour être sûr que nous, on n'aura pas de problème une fois si on veut collaborer avec ce fournisseur. Donc,
Dans les grandes lignes, outils d'études tendancielles, donc pour choisir la niche et vérifier que c'est une niche qui est soit avec, où les volumes de vente sont élevés, soit en croissance. Et ensuite, analyse produit, on analyse très bien les fiches produits pour s'assurer que nos produits sont corrects, que le fournisseur est correct et qu'on n'aura pas de problème pour acheminer les produits directement aux clients une fois qu'on commencera à bien les vendre. Ensuite, la deuxième étape fondamentale, c'est tout simplement l'étape du marketing et de la publicité. Donc, une fois qu'on a trouvé nos produits gagnants, eh bien, il va falloir les vendre. Parce que nous, on n'a pas vraiment une image de marque, donc c'est pas c'est pas les clients vont pas venir par hasard sur notre site web. À la différence de clients qui iraient sur Amazon intuitivement, là c'est différent, c'est à nous de chercher le client et de lui faire découvrir notre site. Donc on va faire de la publicité ciblée tout simplement et on va le faire avec des campagnes publicitaires. Donc sur Facebook, moi j'utilise principalement Facebook, mais également on peut le faire sur Instagram, sur Google AdWords, sur YouTube, il y a différentes manières. J'en parle également juste après. Donc le ciblage, donc la publicité, donc on utilise des campagnes publicitaires. Donc on fait des publicités, vaut mieux les faire vidéo en général, mais on fait différentes publicités sur Facebook. On va cibler à notre clientèle, donc on va segmenter la clientèle. Par exemple, si on vend des accessoires de golf, on s'intéresse pas à des personnes sur Facebook qui aiment, par exemple, qui ont de l'intérêt pour, je sais pas, la marque Samsung ou la marque Apple. On va principalement s'intéresser à des profils Facebook qui ont montré, si on veut vendre des accessoires de golf, de l'interaction pour des pages de golf, pour des pages sur des marques spécialisées dans le golf, qui suivent des golfeurs connus également. On va cibler des personnes sur Facebook qui aiment des pages sur les tournois de golf, etc. Donc on va d'abord segmenter la clientèle, ensuite on va la cibler. Donc on va cibler en fonction de différents critères, hein, donc l'âge, le sexe, euh, les intérêts, etc. Et enfin, on utilise de plus en plus également en dropshipping des techniques marketing un peu plus élaborées. Donc, je pense notamment au retargeting. Donc, qu'est-ce que le retargeting? C'est le fait de montrer une publicité, de remontrer en fait une publicité à quelqu'un qui a déjà vu une publicité précédente. Donc, imaginons je sais pas, quelqu'un qui aime des golfeurs connus, ce genre de choses sur Facebook. On l'a ciblé parce qu'on vend des accessoires de golf. On lui montre une première publicité, il va cliquer dessus, mais il va arriver sur notre site. Il va partir parce que ça n'intéresse pas forcément. Ben, le retargeting, c'est le fait de remontrer une publicité à quelqu'un qui l'a déjà vu ou qui a déjà vu une de nos anciennes publicités similaires. Et une fois que cette personne, ben, 2-3 jours après, elle revoit une publicité, donc retargetée, si je peux dire ainsi, elle aura beaucoup plus tendance à cliquer dessus et éventuellement à acheter. On utilise également du email marketing, donc on récupère des adresses email sur notre site et ensuite on va tout simplement envoyer des emails automatiques à nos prospects. Et on va également utiliser de plus en plus donc, du marketing grâce aux bots sur Facebook, grâce à une page Facebook. Ensuite, donc, pour trouver les clients et les fournisseurs. Donc nous, on est entre les deux, hein. On est l'intermédiaire entre clients et fournisseurs. Donc les clients, ils viennent d'où? Ben, ils viennent de la publicité Facebook. Donc, publicité Facebook en premier lieu. Également de la publicité sur Instagram. Ensuite, sur Instagram, on peut faire une autre chose. On peut faire la publicité, mais on peut également collaborer avec des influenceurs. Donc, les influenceurs, ce sont des personnes sur Instagram qui ont de grosses communautés, donc au moins 10-12 000 abonnés sur un thème précis. Donc, par exemple, si on veut vendre des accessoires de golf, on peut cibler des influenceurs Instagram qui sont dans le golf, donc qui mettent beaucoup de publications sur le golf, etc. Et leur proposer de les payer pour qu'ils mettent en avant une publication, de les payer pour pour qu'ils postent une publication qui met en avant un de nos produits. On peut également utiliser de l'affiliation pour ça, donc soit on paye l'influenceur un montant fixe, il met en ligne une publication comment je pourrais dire, qui met en avant un de nos produits et avec un lien de redirection vers notre site web, ou on peut utiliser de l'affiliation, donc là c'est différent. C'est le même principe, mais l'influenceur, on le paye pas et on le paye uniquement en fonction du volume de vente qu'il nous génère. Donc en fait, on lui rétribue une commission. Ensuite, il y a également la publicité sur YouTube et la publicité sur Google AdWords. Les deux sont relativement similaires. J'en parle juste après. Ensuite, au niveau des fournisseurs, les fournisseurs, alors il y a beaucoup de sources
En Chine, on peut trouver différents fournisseurs. Faut bien comprendre une chose, c'est que la plupart de nos fournisseurs, on va les trouver sur AliExpress, donc l'équivalent chinois d'Amazon, j'ai déjà dit. Et littéralement sur AliExpress, il y a des millions de références et des dizaines de milliers de fournisseurs. Donc on va trouver tous les produits qu'on veut et donc tous les fournisseurs par la même occasion. Alors, un petit instant, je vais boire de l'eau. Alors, ok, parfait. Bon, ça va mieux. Du coup, non, c'est pas ça que je vais faire. Diapositive actuelle. Donc, client, fournisseur, client, publicité, uniquement la publicité, Facebook, Instagram, YouTube, Google AdWords. Fournisseur, AliExpress. Ensuite, donc, c'est bien beau, mais comment on va trouver nos idées de produits? Parce que on a toutes les références qu'on veut sur AliExpress, on a tous les choix possibles, mais comment on va les trouver, ces idées de produits? Donc, ce qu'il faut faire pour savoir quels produits vont se vendre, moi, ce que je vous recommande de faire, c'est d'aller donc sur AliExpress, mais d'aller trier par best-seller. Donc, c'est les produits qui se vendent le mieux, tout simplement. Vous triez selon ce critère et vous regardez tous les produits qui se vendent le mieux en fonction de la niche que vous choisissez. Si vous voulez vendre des montres, vous regardez les best-sellers dans les montres. Si vous voulez vendre des sous-vêtements, ben, je sais pas, pour femmes, vous regardez les best-sellers dans les sous-vêtements pour femmes, etc. Et vous faites votre petite enquête de cette manière. Ensuite, vous faites exactement la même chose avec Amazon. Donc tout ça, c'est pour trouver des idées de produits. Tout ce que je vais vous dire là, c'est pour trouver les idées de produits. Les produits, ensuite, vous les achèterez uniquement sur AliExpress. Donc les best-sellers, donc AliExpress, Amazon, vous regardez là-dessus. Ensuite, il y a également un autre site qui est très 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 intéressant, donc c'est tiv.co. En gros, c'est tout simplement un site qui répertorie les derniers produits de tendance et qui se vendent bien sur AliExpress. Donc je vous recommande vraiment d'aller sur ce site web. Ensuite, ihproductfinder.com, beaucoup plus connu sous le nom de eComAxe, c'est eComAxe. C'est un fonctionnement très similaire, donc en gros, c'est le même principe, c'est un site web qui référence et qui répertorie tous les meilleurs produits du moment et les produits qui se vendent le mieux, les produits tendance qui marchent bien, donc sur AliExpress. J'ai tendance à dire qu'il est encore mieux que tiv.co parce que sur eComAxe, vous pouvez vraiment trier par niche, par récence, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment sélectionner les produits les plus récents, etc. Donc c'est très intéressant, je vous recommande vraiment d'aller sur ce site. Sur ces deux sites, par contre, petite précision, vous pouvez avoir un abonnement payant pour avoir la totalité des produits. Moi, je vous le dis, c'est inutile quand vous commencez. Même moi, j'ai que la version gratuite et ça suffit largement. Vous avez déjà beaucoup de produits. Ensuite, xpareto.com. C'est un peu pareil, donc c'est un site, je vous recommande vraiment d'y aller, qui répertorie donc différentes boutiques Shopify, donc différentes boutiques en dropshipping avec les publicités, si elles sont disponibles, qui sont associées, et les produits, les meilleurs produits, les best-sellers des boutiques dropshipping. Donc vous pouvez trouver pour votre niche des concurrents dropshipping et voir quels produits se vendent le mieux pour eux, décidément. Et vous pouvez également voir si elles sont publiques, leurs campagnes de publicité Facebook. Ensuite, tradehunter.com, donc c'est un site qui est relativement intéressant, peut-être un peu moins utile que les deux trois précédents d'ailleurs. Donc c'est un site qui s'attarde principalement sur les tendances, donc les tendances actuelles, et vous aurez moins d'idées de produits parce que c'est beaucoup plus général, et c'est pas vraiment des produits niche, mais si vous voulez analyser un peu les tendances et voir un peu ce qui se vend de manière très globale, tradehunter.com, c'est un bon site. Ensuite, tout simplement aller sur Wish. Vous connaissez tous Wish, donc c'est wish.com ou sur votre application smartphone Wish. Vous pouvez trouver beaucoup d'idées de produits et vous avez vraiment énormément de références sur Wish et pour n'importe quelle niche de marché, vous pourrez trouver ce qui vous intéresse. Je vous rappelle que de toute manière, tout ce que vous voyez, vous pourrez le retrouver sur AliExpress qui regroupe vraiment le max de produits possibles. Vous trouvez vos idées de produits, vous allez sur AliExpress ensuite pour trouver vos fournisseurs. Faut également penser à une chose, c'est d'utiliser la plateforme Shopify Exchange. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Donc,
la plateforme Shopify Exchange, c'est super simple. En gros, c'est une plateforme de revente de boutiques Shopify. Donc c'est très officiel, hein, ça appartient à Shopify. En gros, tous les gens qui veulent revendre leur site Shopify, donc pas forcément les fermer, juste les revendre, ils les mettent sur Shopify Exchange et vous pouvez librement, donc c'est accessible librement à tous, hein, c'est public, vous pouvez voir les différentes boutiques qui sont en vente. Et donc du coup, vous pouvez également trouver des boutiques en lien avec votre niche de marché. Et donc vous pourrez également retrouver les produits best-sellers de ceux qui dirigeaient ces fameuses boutiques en vente. Ensuite également, il faut penser au graph search de Facebook. Donc en gros le graph search, c'est pas facile à prononcer. Bon, en gros, c'est tout simplement la barre de recherche qu'il y a dans Facebook. Et vous pouvez trouver beaucoup d'idées de produits. J'ai fait une vidéo à ce sujet, je vous conseille vraiment d'aller la voir. Et pour des mots-clés donnés, vous pourrez retrouver beaucoup de publicités en fait et de pages Facebook qui vendent des produits en dropshipping. Et ça vous donnera des idées de ce que vous pourriez également vendre à votre tour. Donc ensuite, donc là c'est très important, comment on va sélectionner un produit gagnant? Donc quels sont les critères? Donnez-moi 2 secondes, je bois un petit peu. Alors, donc les critères de sélection d'un produit gagnant, donc il y en a très globalement, très schématiquement, il y en a 4. Donc le premier, c'est le produit en lui-même. Le produit, il faut que ça soit un produit de niche. Donc une niche, c'est une niche de marché, hein, j'entends, c'est tout simplement un sous-segment d'un marché plus important. Par exemple, le sport, le marché du sport, c'est un marché qui est très global. Dans le marché du sport, il y a, je sais pas, il y a différents sports. Il y a le décathlon, le vélo, enfin le cyclisme, l'athlétisme. Bref, beaucoup de sports. Une niche de marché, c'est un sous-segment d'un marché plus important. Donc là, par exemple, il y a le marché du sport. Ensuite, il y a le marché du golf. Donc c'est pas vraiment de la niche encore, mais c'est déjà un sous-segment du marché global du sport. Et un marché de niche, c'est par exemple la niche des accessoires de golf. Donc là, c'est beaucoup plus précis, beaucoup plus spécifique, c'est beaucoup plus singulier, ça c'est une niche. Nous, on va vendre que des produits de niche. Pourquoi? Parce que ça réduit la concurrence et ça nous permet donc de nous positionner, de mieux nous référencer parmi les acteurs, les différents vendeurs de cette niche. Donc des idées niches hein, qui me passent par la tête pour vous donner des idées, par exemple les accessoires de cuisine, les accessoires de golf, le scrapbooking, les accessoires de guitare, c'est souvent des accessoires en fait, parce que les accessoires de quelque chose, c'est souvent une niche d'un marché. Ensuite, important, très important, le produit, il faut vendre des produits, donc produits de niche, il faut que ça soit des produits pour passionner. Pourquoi? Eh bien c'est très simple, en fait, quelqu'un qui est passionné pour quelque chose, par exemple quelqu'un qui est passionné de golf, aura tendance à dépenser beaucoup plus que la moyenne pour sa passion. On dit souvent que quand on aime, on compte pas. Et ben c'est très vrai, c'est également très vrai dans le business model du dropshipping. Quelqu'un qui est passionné de golf aura beaucoup plus tendance à débourser pour acheter un produit de golf que n'importe qui d'autre. Donc, produit de niche, produit pour passionnés. Et, une autre caractéristique qui découle du fait que ça soit un produit pour passionnés, l'audience est fière de ses achats. C'est important parce que quelqu'un qui est fier d'un achat aura tendance à en parler autour de lui. Et en général, quelqu'un qui est par exemple passionné de golf, c'est quelqu'un qui est souvent dans des clubs de golf et qui fréquente d'autres personnes qui sont, a fortiori, intéressées par le golf. Donc voilà, produit niche et pour passionnés. Premier critère, c'est le produit. Ensuite, deuxième critère, c'est le volume de vente. Donc là, je parle du volume de vente du produit. Donc le volume de vente, faut qu'il soit soit en progression. Donc ça, c'est vraiment le cas idéal. C'est-à-dire que le volume de vente, la tendance est haussière, ou faut qu'il soit maintenu élevé. Évidemment, faut pas que le volume de vente du produit qu'on ambitionne de vendre soit en décroissance, parce que ça veut dire que justement, la concurrence sera de plus en plus rude pour continuer de vendre là-dedans, et en plus de ça, il y a beaucoup moins le marché devient de plus en plus restreint et le potentiel de vente beaucoup moins important. Je reprends mon souffle. Ensuite, et je bois un petit peu. Bon, produit de niche, produit pour passionnés, volume de vente en progression ou maintenu élevé. Ensuite,
les deux autres critères, donc ce sont le prix de vente du produit et le ciblage d'audience. Donc en ce qui concerne le prix de vente du produit, donc là, attention, je parle du prix de vente, c'est le prix auquel nous, on va vendre le produit, pas le prix auquel on l'achète. Donc le prix de vente, il doit être suffisant pour nous générer une marge et plafonné pour maintenir les ventes. Donc je m'explique. Globalement, la fourchette de prix de vente pour nos produits sur notre boutique dropshipping, ce sera entre 20 et 100 euros. 20 et 90 euros. 90-100 euros. Donc quand je dis que s'il doit être suffisant pour générer une marge, c'est-à-dire que on peut pas mettre même si le produit nous coûte 2 euros, on va pas pouvoir le mettre à 10 euros sur notre boutique en ligne. Sinon, on va pas faire de marge. Pourquoi? Parce qu'on a des coûts. Alors là, je parle pas de coûts fixes, hein, je parle de coûts variables qui sont toujours. Il y a toujours un minimum de coûts variables. Rien que pour la publicité, il faut compter au moins 2, 3, ouais, peut-être plutôt 4-5 euros, ça dépend de la niche, mais 4-5 euros par produit vendu. Donc, c'est-à-dire qu'on vend un produit. Si on le vend à 10 euros, qu'on a déjà 4 ou 5 euros de frais de publicité, plus le fait de l'acheter, ça coûte 2-3 euros, la marge sera pas intéressante, forcément. Il y a encore les impôts dessus, donc bon, ça va pas être intéressant. Donc globalement, retenez que le produit, on va le vendre au moins 20 euros et au max, vraiment le max du max, 100 euros. Pourquoi on vend pas des produits beaucoup plus chers? Ben, c'est très simple en fait. Il faut comprendre une chose, c'est que un produit qui est trop cher, un produit qui coûte peut-être 100, qu'on met en vente à 100 ou 120 euros, ben, le client, lui, il va être beaucoup plus réticent à rentrer rapidement le code de sa carte bleue et acheter, et il aura beaucoup plus tendance à comparer sur Internet les différentes offres qui existent pour son produit. C'est beaucoup plus engageant d'acheter un produit qui coûte 100 euros qu'un produit qui coûte 30 euros. Donc, le prix de vente, mettez-le entre 20 et 100 euros. Voilà. Et le quatrième critère très important, c'est le ciblage d'audience. Il faut qu'il puisse être efficace et précis. Je m'explique. Si on vend par exemple des enceintes connectées, ça va pas le faire. Enfin, déjà parce que le produit, c'est pas un produit niche. Ça peut concerner tout le monde et ça se trouve partout ailleurs. Donc les clients peuvent le trouver facilement et nous, on va pas pouvoir le vendre. Mais aussi parce que le ciblage d'audience, si on vend des enceintes connectées, on peut pas facilement cibler l'audience. C'est évident. Ça peut concerner tout le monde. Donc, et à contrario, si on vend par exemple des accessoires de golf, eh bien, on peut cibler très précisément des personnes qui montrent de l'intérêt pour des pages de golf, pour des golfeurs connus, pour des tournois de golf, qu'en sais-je. Le ciblage, il est efficace, précis, très ciblé, donc on peut faire une segmentation très efficace. Donc ça, c'est pour les critères de sélection du produit best-seller. Donc voilà, je rappelle rapidement, produit de niche. Ah, petite remarque, on doit éviter les niches hyper concurrentielles. Donc qu'est-ce que c'est? Alors, on se focalise, on se positionne sur des niches concurrentielles. Mais qu'est-ce que j'entends par hyper concurrentiel? C'est simple. Faut éviter les niches où il y a déjà des marques qui sont très influentes, qui vendent des produits dans cette niche. Pourquoi? Quand je parle de marques très influentes, je parle pas des concurrents en dropshipping, hein. Je parle de vrais, enfin vrais, quand je dis vrai, je parle de solides enseignes, des grands groupes ou des grandes marques, je sais pas, je pense par exemple à la Fnac, à Darty, à Boulanger. Il faut éviter de vendre des produits quand il y a déjà de très très gros acteurs dans la niche de marché dans laquelle on veut se positionner. Volume de vente, hein, comme je l'ai dit. Donc, il doit être soit important, donc enfin le volume de vente des produits dans la niche considérée doivent être soit en progression, c'est le cas idéal, soit maintenu élevé. Ensuite, le prix de vente, donc comme j'ai dit juste avant, entre 20 et 100 euros, c'est la fourchette idéale. Et le ciblage d'audience, il doit être efficace. Voilà, hop. Donc ensuite, voilà, ça, pardon, je vous prie de m'excuser. Ensuite, les produits à vendre. Alors, faut savoir qu'en dropshipping, il y a des produits qui sont intéressants de vendre et d'autres qu'il faut impérativement éviter. Donc d'abord, je vais commencer par ce qu'il faut éviter parce que c'est très important selon moi. Donc, ce qu'il faut éviter, alors on peut tout vendre à peu près, sauf les produits pour bébé, les produits cosmétiques, les produits de santé, les produits alimentaires, les produits vestimentaires également,
même si c'est pas très risqué sur le plan juridique, et les sextoys. Encore pour une autre raison. Donc, pourquoi on vend pas des produits pour bébés? Parce que, alors c'est relativement simple, hein, c'est évident, mais en fait, en tant que revendeur, vous vendez des produits de vos fournisseurs. Mais en tant que revendeur, c'est vous qui êtes responsable des produits que vous vendez. C'est ce qu'on appelle en droit français la responsabilité du fait des produits défectueux. Donc je vous renvoie à Internet hein, si vous voulez avoir plus de détails là-dessus. Et les produits pour bébé, faut savoir qu'un bébé, ça a quand même peu de conscience, voilà, ça se rend pas compte forcément des dangers de la vie. Et si on vend des produits pour bébé, des petits jouets, des joues, des choses comme ça, juste, je sais que c'est un scénario catastrophe, je vous dresse pas un tableau très idyllique de la situation, mais si il y a un accident, un bébé qui s'étouffe, j'en sais rien, hein, c'est le pire qui puisse arriver, mais si ça arrive, vous êtes responsable pénalement et vous encourez des risques considérables. Voilà, je préfère vous prévenir. Donc évitez les produits pour bébé. Voilà. Ensuite, les produits cosmétiques, c'est un peu pareil. Donc, faut savoir que tout ce qui se met sur la peau, il faut éviter. Parce qu'en fait, les produits viennent de Chine. Les normes en Chine, elles sont radicalement différentes. Enfin, elles sont pas vraiment différentes, mais elles sont beaucoup plus laxistes que les normes françaises et européennes. Et encore une fois, vous êtes responsable des produits que vous vendez, responsabilité du fait des produits défectueux. Et si un client, ben, je sais pas, si vous vendez des produits cosmétiques pour des femmes, bon ben si il y a une femme qui après avoir appliqué un rouge à lèvres ou un mascara ou qu'en sais-je, développe des allergies ou qu'en sais-je, bon ben vous êtes responsable. Et la personne lésée entre guillemets, la cliente insatisfaite peut se retourner contre vous. Ensuite, évitez également les produits de santé, donc et même de manière générale, hein. Évitez de vendre des produits de santé, mais a fortiori en dropshipping, puisqu'ils viennent de Chine, pour les mêmes raisons. Et là, c'est peut-être encore plus contrariant que les produits cosmétiques, parce que les produits de santé, je sais pas, des vitamines, des compléments alimentaires, tout ça, bon, ouais, c'est encore une fois les problèmes de normes, de conservation, de qualité, tout ça, évitez. Ensuite, les produits alimentaires, idem. Alors, faut savoir que de toute manière, en général, on vend pas de produits alimentaires en dropshipping, mais ceux qui avaient peut-être l'idée de vendre des produits de muscu comme des gainers ou de la whey, des compléments protéinés, évitez, de toute manière. Ensuite, les produits vestimentaires, je vous conseille d'éviter également, mais pour une raison différente. Là, c'est pas réellement un danger, on va dire, c'est plus pour un souci de taille. Il faut savoir que souvent entre les fiches produits des fournisseurs chez AliExpress et les tailles qui sont indiquées et la taille réelle des vêtements, il y a souvent une différence. Et là, c'est plutôt un problème de service après-vente parce que vous allez devoir gérer beaucoup de retours clients. Et bon, c'est relativement chronophage et énervant, pour être franc. Donc, produits vestimentaires, je vous conseille d'éviter. Sauf à la limite des bonnets ou des produits où la taille importe peu. Et ensuite, les sextoys, alors là, c'est dommage. Alors, bon, là, le souci, c'est plus un souci publicitaire. Parce qu'en fait, les sextoys, faut savoir que c'est un marché énorme. C'est vraiment un marché considérable. On se rend pas compte, mais c'est un marché qui est très très important en termes de volume de vente. Mais le problème, c'est qu'on va pas pouvoir. On peut trouver des produits qui sont intéressants, mais on va pas pouvoir les vendre. On ne pourra pas faire de publicité sur ces produits. Pourquoi? Parce que ça soit sur Facebook, Instagram ou peu importe le canal publicitaire que vous privilégieriez, bon, peu importe le canal que vous choisirez, vous ne pourrez pas faire de publicité. Juste, enfin c'est logique, hein. Imaginez que vous êtes sur Facebook et que d'un seul coup vous voyez une publicité je sais pas, pour un god ou voilà, un dildo quoi. Vous allez vous dire mais c'est quoi ce bazar? Bon, et là c'est un peu pareil. Vous pourrez pas faire de pub sur ce genre de produit. Et ensuite, il y a des niches que je peux vous recommander, que je peux vous conseiller même très fortement, qui sont très intéressantes. Donc, tout d'abord, les gadgets électroniques. Il faut savoir qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont un peu fanas de la technologie, de l'électronique, plus en plus de gens qui disposent de smartphones, etc. Bon, gadgets électroniques, ça peut être intéressant. Donc, je parle pas d'enceintes connectées, ce genre de choses, hein, je parle de produits très spécifiques. Accessoires téléphoniques également, accessoires de mode. Donc, je parle pas de vêtements, pas vraiment. Des accessoires de mode comme des bracelets, des montres un petit peu, des montres très spécifiques, montres minimalistes, ce genre de choses.
des accessoires pour animaux. Encore une fois, tout ce qui est accessoires, ça marche bien. Accessoires de sport, donc golf, fitness, musculation, cyclisme, etc. Ensuite, et bien, décidément, au niveau des stratégies de promotion, donc vous avez trouvé vos produits. Maintenant, il va falloir les vendre. Donc, pour moi, il y a quatre principales stratégies qui existent pour la promotion. La publicité Facebook, la publicité Instagram, YouTube et Google AdWords. Donc sur Facebook, vous allez faire de la publicité. Donc comment vous allez cibler en fait vos personnes, à qui vous allez montrer vos pubs. Donc comment vous allez faire ça? Donc vous allez cibler selon les comportements de navigation, également selon les intérêts. Donc je ne sais pas si vous vendez des accessoires de golf, et vous allez cibler des personnes qui aiment des pages sur le golf, les golfeurs connus, les pages sur les marques spécialisées dans le golf, etc., etc. Et vous allez pouvoir faire ça grâce à un outil qui est génial également, qui s'appelle le Pixel Facebook, qui au fur et à mesure des publicités va pouvoir affiner automatiquement votre audience et vous dire quelle audience, en fonction de quels critères, donc de l'âge, du sexe, des intérêts, etc., quelle audience est la plus encline à acheter vos produits. Donc Facebook va pouvoir optimiser pour vous vos publicités et affiner votre audience. Donc c'est quand même génial parce que le pixel va faire le boulot à votre place, d'une certaine manière. C'est un outil hyper développé, d'ailleurs Facebook se fait grave de l'argent avec ça, pour être tout à fait franc. Ensuite, alors juste comme ça, petite précision, le pixel Facebook, c'est quoi? Comment ça marche? En fait, vous êtes d'accord avec moi, enfin j'imagine du moins, quand vous avez quasiment tous un compte Facebook et vous n'êtes jamais déconnecté de votre compte Facebook. Bon ben voilà, ce qui se passe c'est quand un client, de toute manière un client qui vient de la publicité Facebook sera connecté sur Facebook. Bon, et Facebook connaît tout sur ses utilisateurs. Quand un client, enfin quand un utilisateur Facebook qu'on a ciblé clique sur une publicité, à nous, eh bien, Facebook va tout simplement enregistrer tout ce qui concerne cet utilisateur, donc c'est-à-dire les intérêts, les pages aimées, les comportements de navigation, les intérêts, etc. Et, euh, et en fait, au fur et à mesure, Facebook va savoir, enfin, va tout simplement analyser quel profil type a tendance à cliquer sur notre publicité et à acheter, et va pouvoir affiner notre audience grâce à ces informations. Donc ça, c'est l'idée. Donc vraiment Facebook, il y a vraiment des choses à faire. Ensuite, Instagram. Donc il y a deux manières de promouvoir nos produits. Donc soit avec de la publicité, donc je m'explique. On peut faire de la pub sur Instagram, un peu comme on peut la faire sur Facebook. Et une autre stratégie qui fonctionne très bien et de plus en plus, c'est de travailler avec des influenceurs. Les influenceurs, c'est quoi? En fait, ce sont des personnes sur Instagram qui ont des communautés relativement conséquentes, au moins 10 ou 12 000 abonnés, avec des taux d'interaction relativement élevés, qui postent du contenu régulièrement, qui postent du contenu sur un thème spécifique. Par exemple, des influenceurs sur le thème des voyages, sur le thème du golf, j'en sais rien, il y a plein de thèmes. Et vous pouvez donc une fois que vous avez trouvé un influenceur, par exemple, encore une fois, je reprends l'exemple, vous vendez des accessoires de golf, vous trouvez un influenceur Instagram qui poste du contenu sur les accessoires de golf, sur des photos de golf, des vidéos de golf, qu'en sais-je, ce genre de choses. Vous pouvez soit lui dire, ok, je te file, enfin je te rémunère X euros, par exemple 500 euros, pour que tu mettes une publication qui mette en avant un de mes produits et qui avec un lien de redirection vers ma fiche produit sur la publication. Et donc vous payez pour ça, soit, et c'est vraiment la stratégie que je préfère avec les influenceurs, c'est l'affiliation. Donc vous allez dire à l'influenceur, ok, tu mets en avant sur une publication un de mes produits, avec toujours un lien de redirection, pareil, mais cette fois-ci, tout à fait gratuitement, il vous le fait, mais en fait, il sera payé à la commission. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un achète un de nos produits via ce lien d'affiliation, donc c'est quelqu'un de sa communauté finalement, chaque fois que quelqu'un achète via ce lien, l'influenceur touche une commission. Donc c'est mieux pour les deux parties puisque le but
nous, on débourse pas, on perd pas d'argent, enfin, on paye rien d'avance, donc du coup, on paye que si on vend. Et l'influenceur, ben, si on vend beaucoup, il se fait beaucoup d'argent aussi. Donc c'est beaucoup plus souple que juste payer pour une publication. Et ensuite, YouTube et Google AdWords, donc c'est un peu similaire. La publicité, c'est selon des mots-clés, selon des comportements de navigation. Par exemple, sur YouTube, on peut cibler des personnes en fonction des pages YouTube qu'elles suivent ou des vidéos qu'elles regardent, ce genre de choses, et selon des mots-clés très spécifiques. Google AdWords, donc AdWords, c'est un peu pareil, mais sur Google, avec les recherches Google et ce genre de choses. Par exemple, la publicité Google AdWords, quand vous recherchez par exemple un billet d'avion pour faire, je sais pas, Paris-Barcelone, et quand ensuite vous retournez sur Google et que vous avez des publicités sur le côté pour des vols en direction de Barcelone, ben c'est de la publicité Google AdWords, par exemple. Voilà. Ensuite, donc, au niveau de ce qui concerne son business en ligne, quand on veut monter sa boutique en ligne, il faut prendre en compte différents éléments. Donc, notre business en ligne, donc notre boutique e-commerce, déjà, elle doit inspirer confiance. Donc, ça me paraît, c'est une lapalissade, très clairement, mais ça me paraît évident. Donc, comment on fait en fait pour que ça inspire confiance? Donc, on va avoir déjà une page une page de contact. Il y a beaucoup de gens qui osent pas acheter s'il n'y a pas un numéro de téléphone et une adresse mail, par exemple. On va avoir également des conditions, une page dédiée à tout ce qui est conditions générales de vente, politique de vente, etc. Rassurez-vous, vous pourrez générer tout ça très facilement sur Shopify. Je referai des vidéos là-dessus. Mais bref, il faut que ça soit une boutique professionnelle, et que ça inspire confiance. Il faut que le site soit harmonieux, design et avec toutes les mentions légales, entre guillemets. Également avec la bannière d'acceptation des cookies. Maintenant, sur tous les sites web, vous avez voulez-vous accepter les cookies? Voilà, une bannière qui monte ou qui descend en fonction de si c'est dans le header ou le footer de la page. Bon, ben là, c'est pareil. Faut que le site inspire confiance et soit tout simplement professionnel. Je vous rassure, avec Shopify, la plateforme pour monter son site web, c'est très facile. Ensuite, il faut qu'il soit fluide. Donc là, par là, j'entends que le chargement doit être rapide. Ça, c'est très important parce que peut-être que vous connaissez ce qu'on appelle le taux de rebond. Dans le marketing digital, le taux de rebond, c'est tout simplement le pourcentage de personnes qui ont quitté le site web seulement après avoir vu la première page. Et c'est-à-dire quand le site est trop long à charger, ben, les personnes quittent directement le site parce que c'est trop long. Donc un taux de rebond élevé, c'est relativement mauvais signe. Et pour que le changement soit rapide, il y a des outils pour compresser les images sur nos fiches produits, optimiser le code HTML, ce genre de choses. Et il faut qu'il soit évidemment homogène, il faut que la structure soit cohérente. Il faut que les fiches produits soient reliées dans des catégories, il faut que vous ayez une page de contact, il faut que vous ayez des logos sur les moyens de paiement, ce genre de choses. Voilà. Donc, je vous rassure, faire tout ça, c'est pas très compliqué. C'est vraiment pas si compliqué que ça. Et pourquoi c'est pas compliqué? Parce qu'on peut facilement monter sa boutique en ligne avec ce qu'on appelle Shopify. Donc Shopify, c'est une plateforme en fait qui nous permet de créer notre boutique e-commerce, tout simplement. On n'a pas besoin de payer des milliers d'euros à un informaticien. Cette époque est largement révolue. Inutile, je m'y connais pas en informatique et ça m'intéresse pas tant que ça, à vrai dire. Et ça m'empêche pas du tout de faire du dropshipping. Donc, en gros, vous utiliserez, enfin, je vous préconise d'utiliser du moins Shopify. Il y en a plein, hein. Il y a WordPress, il y a quoi? Il y a WooCommerce. Mais moi, je vous recommande Shopify. Pourquoi? Parce que les tarifs sont abordables. Et surtout, Shopify, c'est hyper optimisé pour le marketing et la vente. C'est fiable. Ça commence à avoir de l'ancienneté et c'est reconnu. Et c'est simple d'utilisation. Et en plus de ça, avant, c'était pas le cas. Avant, tout était en anglais. Maintenant, il y a une version en français. Donc, c'est quand même génial. Il n'y a pas besoin de comprendre l'anglais pour pouvoir paramétrer son site. Ensuite, au niveau des tarifs, donc c'est relativement intéressant. Donc on est à 29 $ par mois, donc c'est 25 euros à peu près, selon le taux de change euro-dollar actuel. Bon, allez, 25 euros, plus 2% de commission sur chaque vente. Donc si vous vendez pour 100 euros, ben, vous aurez 2 euros qui reviennent à Shopify. Et il faut considérer à peu près 50 $ par mois pour les applications d'optimisation qui sont dans Shopify. Donc tout ça, c'est dans Shopify, hein. Voilà.
Alors attendez. Ouais, ok, donc Shopify, voilà, je vous recommande Shopify. Je reparle un petit peu du chiffrement, enfin du chiffrage juste après pour démarrer son business. Donc ensuite, une fois qu'on a nos, bon, je reprends un peu du début, mais une fois qu'on a, chronologiquement, une fois qu'on a nos produits, euh, qu'on a fait notre étude de marché, qu'on sait comment on va par quels moyens on va les vendre, donc publicité Instagram, Facebook, etc., et qu'on a monté notre boutique en ligne, et bien cette boutique en ligne, il va falloir l'optimiser. Donc, il faut savoir que notre boutique en ligne, elle doit absolument contenir des outils qui sont indispensables, dont qui sont indiqués à l'écran. Donc, le premier outil, c'est la première application. Donc, tout ça, je précise, c'est des applications qu'on va trouver dans Shopify. C'est une fois qu'on a monté notre boutique Shopify, enfin, une fois qu'on est sur Shopify, qu'on a accès à ces différents outils. Donc, très, 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 très important, j'insisterai peut-être jamais assez là-dessus, mais il faut absolument une application de récupération de paniers abandonnés. Donc, en fait, il faut savoir que en e-commerce, hormis le problème des délais de livraison, il y a un autre souci majeur, c'est les paniers abandonnés. Qu'est-ce qu'un panier abandonné? C'est tout simplement, c'est un panier qui est abandonné, en fait, le terme part de lui-même, mais souvent, ce qui arrive très souvent, c'est que un client va choisir ses produits sur le site, va les acheter, etc. Et au moment de passer la commande, va se désister. Alors pourquoi? Pas parce qu'il a changé d'avis, retourné sa veste, mais un client qui abandonne son panier, ça s'explique par plusieurs raisons. C'est tout simplement parce que voilà, il n'y a pas la carte bleue à disposition, parce que faut rentrer l'adresse mail, parce qu'il n'y a pas le temps, parce qu'il y a plein de raisons. Et souvent, ben, les clients après ils oublient. Enfin, ça arrive souvent que le client après n'y repense pas. Et franchement, vraiment, si on n'a pas d'application de récupération de panier abandonné, littéralement, on laisse au moins la moitié de l'argent sur la table. Vraiment, c'est rédhibitoire. Il faut absolument une application de récupération de panier abandonné. Pour ça, je vous recommande Recart, donc Recart pour ceux qui connaissent. Recart, très très bonne application. Qui peut également envoyer des SMS un quart d'heure, 1 heure, 24 heures après que le panier a été abandonné, et pareil pour les emails. Ensuite, il faut également des applications de preuve sociale. Donc, qu'est-ce que la preuve sociale? C'est tout simplement là, on rentre dans le domaine de la psychologie sociale, mais il faut savoir que l'homme, de manière générale, a tendance c'est un être social qui a tendance tout simplement, je vais pas épiloguer, mais qui a tendance à se référer à son environnement et à autrui pour savoir comment agir. Et c'est pas pour rien que la plupart des sites ont des fiches produits avec des avis clients, des commentaires clients, des notations, ce genre de choses. Et ça paraît évident, mais c'est hyper important. Il faut absolument pas négliger ça parce que c'est pas compliqué à mettre en place et ça permet de rassurer le client. Il faut savoir qu'il y a une très grande majorité des clients qui lisent les commentaires clients et qui analysent les notations des produits avant d'acheter. Donc, très important. Ensuite, également, donc ça, on n'y pense pas forcément, mais il faut absolument une application de gestion des images. Comme je l'ai dit, j'ai parlé du taux de rebond juste avant. Il faut que le site soit rapide, qu'il soit fluide. Bon, eh bien, il faut une application qui va qui va compresser la taille des images. Compresser les images, réduire leur taille. Pourquoi? Parce que des images trop volumineuses vont faire ralentir le chargement du site et il n'y a rien de plus énervant que d'être sur un site qui est long à charger. Il faut savoir que vu qu'on vend plein de produits, ben, on a nos fiches produits avec différentes photos par produit. Et le but, c'est de rendre le site le plus fluide possible, malgré toutes ces images. Donc il faut une application de gestion de ces images, justement. Bon, alors si on fait une boutique monoproduit, le problème se pose pas vraiment parce qu'on n'a pas on n'a pas vraiment un volume très important. Boutique monoproduit, donc un seul produit. Ensuite, il faut également une application de gestion du pixel Facebook. Et a fortiori, si vous optez pour une boutique généraliste, donc c'est-à-dire une boutique multiniche, ou une boutique avec des produits relativement différents, entre guillemets, parce que le pixel, comme je l'ai dit, c'est un outil de Facebook qui vous permet d'affiner une audience pour un produit donné, mais évidemment, l'audience, elle sera pas la même pour des accessoires de golf que pour des accessoires des gadgets électroniques. Donc si vous faites une boutique généraliste avec différents accessoires, il vous faut une application de gestion du pixel Facebook qui va vous permettre de séparer ce fameux pixel.
C'est un peu compliqué, mais je referai des vidéos sur le pixel Facebook. Ensuite, bon, alors ça c'est plus une obligation légale, mais il faut une bannière. Bon, il y a des outils gratuits pour ça, hein, rassurez-vous. Une bannière d'acceptation des cookies. Donc c'est inutile, c'est contraignant, c'est un peu, c'est même emmerdant un petit peu. Mais voilà, sur tous les sites web, là, c'est une obligation européenne, il faut qu'il y ait une bannière d'acceptation des cookies. Et ensuite, ça c'est une obligation légale hein, aussi, il faut une application de facturation. Pourquoi? Parce que vous devrez envoyer des factures à vos clients. Donc c'est pas le fournisseur va pas envoyer sa propre facture au client, ça paraît évident puisque le client va se rendre compte que le produit il coûte 3 fois moins cher chez le fournisseur. Donc rassurez-vous, ça c'est optimisé, hein. Il y a la- juste à droite là, j'ai marqué Oberlo, importation de produits Oberlo. C'est une application qui permet de faire en sorte que le fournisseur n'envoie pas de sa propre facture au client. Mais voilà, nous on va envoyer notre propre facture au client, il faut un outil pour ça. Donc on peut les faire soi-même, les factures, il y a des outils qui permettent de le faire tout ça très simplement également. Et c'est une obligation légale, surtout que ensuite pour vos déclarations d'impôts, vous devrez conserver toutes vos factures, que ce soit d'achat ou de vente, et donc, eh bien forcément, il faut un outil de gestion des factures. Très important. Et ça, encore une fois, il y a trop peu de gens qui l'évoquent. Bon, après, il y a aussi des gens qui font de l'argent de manière, on va dire, pas très catholique en dropshipping, c'est-à-dire qui n'est pas déclaré. Mais moi, je vous recommande d'avoir un outil de facturation. Ensuite, les applications recommandées, donc il y a Oberlo, donc c'est une application d'importation de produits, donc qui permet deux choses. Principalement, c'est d'importer directement des produits depuis AliExpress vers votre boutique en ligne. Donc vous n'aurez pas besoin de télécharger toutes les images produits pour ensuite les uploader sur votre site web, etc. Cette application, elle le fait automatiquement, donc c'est un gain de temps considérable. Et aussi, elle permet lorsque vous passez les commandes, elle permet de passer les commandes. Et quand vous passez les commandes, vous pouvez faire en sorte que le fournisseur n'envoie pas de facture au client avec des messages spécifiques automatiques. Donc j'ai tendance à dire que c'est indispensable. Ensuite, des applications qui sont optionnelles, il y a également des applications de timer et de flash deals. Donc c'est quoi? C'est des applications qui vont jouer sur l'effet d'urgence et de rareté. Un timer, c'est tout simplement un compte à rebours, une sorte d'horloge qui va être à côté d'un produit et qui va par exemple indiquer que voilà, la promotion sur un produit, elle expire je sais pas, dans 48 heures. Et il y a un compte à rebours voilà, qui tourne. Et Flash Deals, ben, c'est un peu le même principe. Et ensuite, quelque chose de relativement utile dans certains cas, c'est des applications d'upsell et de cross-sell. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Un upsell, c'est tout simplement, comment je pourrais dire? C'est tout simplement une version évoluée d'un produit classique. Par exemple, je prends des exemples concrets. Ce sera plus simple. Sur Amazon, si vous consultez je sais pas, si vous cherchez un smartphone, vous allez regarder par exemple, je sais pas, n'importe quel smartphone, un Asus, voilà, un Asus à 200 euros. Et vous avez souvent en bas des fiches produits sur Amazon un intitulé qui dit les clients qui ont regardé ce produit ont également regardé deux petits points avec différents produits. Et vous remarquerez que très souvent, les produits qui sont proposés sont souvent enfin, souvent plus chers que le produit que vous regardiez préalablement. Mais ça, c'est un upsell. On présente des produits évolués par rapport aux produits initiaux. Et ensuite, et surtout, les cross-sells, ça c'est relativement important en dropshipping, plus que les upsells, c'est tout simplement des ventes croisées. Donc qu'est-ce que c'est? Par exemple, si vous vendez, alors vous n'allez pas vendre de téléphone en dropshipping, mais si un vendeur de téléphone va vendre, par exemple, je sais pas, si vous allez chez Darty, vous achetez un téléphone, bah, le vendeur à la fin il va vous proposer d'acheter en complémentarité avec votre téléphone, une coque de téléphone, des protections d'écran, ce genre de choses. Ben voilà, c'est des produits complémentaires, c'est du cross-sell. Et en dropshipping, si vous arrivez à trouver le moyen comment dire, de trouver des produits complémentaires, ben faites du cross-sell. Vous pouvez également faire ce qu'on appelle du downsell, donc c'est l'inverse d'un upsell. Donc par exemple, vous proposez un produit à un client, vous proposez un upsell, il accepte ou il accepte pas, et s'il accepte pas, vous proposez un downsell. Bref, ça c'est un peu plus élaboré, c'est des stratégies qu'on utilise dans des tunnels de vente, souvent dans les boutiques monoproduits. J'en parlerai plus tard.
Et ensuite, et enfin, donc dernière diapositive de cette première partie de formation, la deuxième partie, ce sera pour bientôt sur la fiscalité. Le chiffrage du coût de lancement, donc en gros, combien ça coûte de lancer son business en ligne en dropshipping. Donc, il faut considérer qu'il y a deux types de coûts. Il y a des coûts fixes et des coûts variables. Comme je l'ai dit, l'avantage du dropshipping, c'est qu'il y a très peu de coûts fixes. Les coûts fixes, c'est les coûts qui existent indépendamment du volume de vente. Donc là, les coûts fixes, c'est tout simplement bah, les applications qu'on utilise sur Shopify, hein, les applications de, de, de- d'importation de produits, d'avis client, de notation client, bref, c'est relativement statique, entre guillemets, si je puis dire ainsi. Qu'on fasse 100 euros de chiffre d'affaires ou 10 000, bon, bah, ça sera toujours le même prix. Sauf certaines applications à partir d'un seuil où c'est des coûts variables. Mais bref. Et les frais de gestion de la plateforme Shopify, hein, que vous fassiez 100 euros de vente ou 500, ben vous allez payer 25 euros par mois. Enfin, 29 dollars. Quoi qu'il en soit. Et on a très peu de coûts fixes en fait en dropshipping. Par exemple, si, aux antipodes de ce business model, par exemple, si je prends l'exemple de l'exploitation minière ou du forage pétrolier. Je sais pas, par exemple, le groupe Total qui dispose de plateformes offshore en plein milieu de la mer pour forer du pétrole qui est à 3000 mètres sous l'eau. Ben voilà, ça coûte des centaines de millions d'euros à construire, c'est des coûts fixes, quoi qu'il en soit, qui sont là indépendamment du volume derrière. Donc en dropshipping, on a vraiment très peu de coûts fixes, c'est pour ça qu'on peut se lancer facilement. Et ensuite, ben, les coûts variables. Donc c'est quoi? Les coûts variables, ben, c'est tout simplement les commissions. Parce qu'une commission, forcément, ça, c'est en fonction du volume de vente. Donc c'est forcément variable. Les commissions à Shopify. Donc Shopify, en fait, la plateforme sur laquelle on va mettre en vente nos produits, se prend 2% de commission sur le chiffre d'affaires. On fait 100 euros de chiffre d'affaires, ben, il va prendre 2 euros. L'hébergeur. Shopify. Ensuite, les commissions bancaires. Faut savoir que les commissions bancaires, alors en général, on utilise Stripe, donc c'est un moyen de paiement en ligne. Et ben, les commissions bancaires, en général, elles sont également de 1 à 2% du chiffre d'affaires. Donc faut aussi le considérer. C'est un peu comme PayPal quand on envoie de l'argent, celui qui reçoit l'argent, ben, a un petit peu moins. Il y a les commissions. Ben, c'est un peu les commissions, c'est un peu le même principe. Et ensuite, évidemment, bah, les charges variables, bah, c'est l'achat des produits. Forcément, ça vous coûtera, si vous faites que 5 ventes, vous allez acheter que 5 fois le produit, mais si vous en faites 10 000, vous allez l'acheter 10 000 fois. Donc c'est le coût d'achat des produits, bah, ça dépend des produits, mais aussi du nombre de produits que vous achetez. Et ensuite, les impôts, donc la fiscalité, les impôts, en général, c'est variable, parce que forcément, vous n'allez pas payer autant d'impôts si vous faites 1000 euros de chiffre d'affaires que si vous en faites 1 million. Mais bah, dans la seconde partie, donc je mets un peu l'eau à la bouche peut-être, mais dans la seconde partie de formation de cette, enfin, enfin, dans la seconde vidéo de cette mini formation, je vous parlerai exclusivement de la fiscalité, de l'imposition, etc. Et si vous êtes, ce qui est mon cas en fait, sous le statut de l'entreprise individuelle, pardon, sous le régime du micro-entrepreneur, vous avez, bon, en gros, deux options. Et une des options, c'est d'opter pour ce qu'on appelle le prélèvement forfaitaire libératoire. Et dans ce cas, vous êtes imposé à 13,8%. Donc ça reste une charge variable parce que évidemment, c'est 13,8%. Si votre chiffre d'affaires c'est 100 euros ou 1 million, bah, ça fait soit 13,8 euros d'impôt, soit 138 000. Donc bon. Mais voilà, vous pouvez avoir une imposition fixe, un taux fixe, c'est ce que je voulais dire plutôt. Bon, je commence un peu à m'éparpiller, donc ça veut dire que je vais arrêter la vidéo, et en plus j'en suis arrivé à son terme. Donc cette vidéo est beaucoup plus longue qu'à l'accoutumée, donc évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je commence à être fatigué, je suis désolé. Euh, N'hésitez pas à me les poser, c'est avec plaisir que je répondrai. Évidemment, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer, la commenter, si vous avez des questions, la partager à des personnes qui seraient potentiellement intéressées par le business model et qui voudraient se lancer, et à vous abonner tout simplement si le contenu vous apporte de la valeur, si vous trouvez que c'est utile et que ça vous permet d'avancer. Tout simplement. Bref, c'est tout pour cette longue vidéo.
et je vous dis à très vite pour la deuxième partie et d'autres vidéos également.